Vous vous apprêtez à écouter un épisode un peu spécial de L'Heure Vestiaire. Aujourd'hui, je vous amène avec moi visiter le musée du verre de Trélon. C'est l'un des 2 sites de l'écomusée de l'Avesnois, le deuxième étant le musée du textile et de la vie sociale de Fourmies. Trélon est une petite ville en briques rouges située dans les Hauts-de-France. J'y suis allée en novembre dernier pour enregistrer un épisode avec Amy et Alizée, 2 souffleuses de verre qui travaillent sur le dernier four encore actif du musée. En arrivant sur place, j'ai été émerveillée par la cheminée de briques rouges qu'on aperçoit depuis l'extérieur. Une fois à l'intérieur du musée, c'est encore plus impressionnant. Il faut passer la boutique, puis une première salle d'exposition pour rentrer dans l'immense salle des fours. On en distingue 3. Au centre, celui qui semble être le plus ancien. À droite, un four plus moderne, et à gauche, le four contemporain. Ce qui me marque aussi quand j'arrive sur place, ce sont les bruits. Les voix qui résonnent, le bruit des outils en métal qui s'entrechoquent et ce souffle constant. Une fois l'enregistrement avec Amy et Alizée terminé, je demande aux médiatrices du musée s'il est possible d'enregistrer une visite. C'est Marianne qui va donc me raconter l'histoire de la verrerie et m'en apprendre plus sur la fabrication du verre, sa composition et son évolution au fil des avancées techniques. On va parler du travail des femmes et des enfants dans cette ancienne usine, mais aussi de l'arrivée du plastique, qui va tout changer pour cette petite ville. Bonne écoute. On nous a répété toute notre vie que les femmes, elles peuvent pas faire ça, les femmes, elles peuvent pas faire ci. Mais en fait, on peut tout faire. Bienvenue dans L'Heure Vestiaire, le podcast qui met la lumière sur ces femmes aux métiers masculins. Vous ne les voyez peut-être pas sur les chantiers, aux commandes d'un avion ou en patrouille dans la ville. Pourtant, ces femmes qui ont choisi de porter, d'enfiler ces métiers d'hommes, elles sont là. Et elles ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je suis là, je bougerai pas, donc tenez-vous prêts. Épisode hors série, le musée du verre de Trélon. Donc ici, on est à l'atelier musée du verre de Trélon, qui est aussi l'un des 2 sites de l'écomusée de l'Avesnois. Le deuxième étant donc le musée du textile et de la vie sociale qui se trouve à Fourmies. Ici, donc l'atelier musée du verre, c'est une ancienne verrerie qui a été donc fondée en 1824. Donc là, on va vivre une année assez importante puisque la verrerie aura 200 ans l'année prochaine. Je suis allée au musée en novembre 2023. Au moment où vous écoutez ce podcast, ça y est, la verrerie a soufflé ses 200 bougies. Je vous invite à aller sur le site internet du musée pour voir la programmation prévue pour l'événement. Mais retournons à notre visite qui commence dans une petite salle dans laquelle il y a une grande maquette de briques rouges. C'est la verrerie et ses environs. C'est ça. Donc avec les différentes étapes de construction, puisqu'en 1824, il n'y avait pas tous les bâtiments encore qui étaient construits. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on a un homme donc, qui s'appelait Rigobert Paya qui achète une maison qu'on aperçoit en fait dans l'angle là en bas de la maquette, qui est devenu un hôtel aujourd'hui, mais qui était donc la maison du patron, et il a installé en fait les premiers fours pour fabriquer du verre dans les dépendances de cette maison-là. Et ce qu'il voulait, c'était faire peut-être du verre à vitre, mais on va vite abandonner cet aspect-là pour fabriquer en fait du verre à bouteille. Pendant très longtemps, on a fait ce qu'on appelle donc de la verrerie noire, qui est en fait du verre foncé. Et on a fabriqué des bouteilles de champagne, notamment pour la maison Veuve Clicquot. Donc ça a été très important. À la fin du 19e siècle, on a pu construire ce qu'on appelle la Grande Halle, donc qui est devenue le musée aujourd'hui, dans lequel on a toujours 2 fours qui sont classés au titre des monuments historiques. Et l'un d'eux, le four Boëtius, c'est l'un des derniers conservés dans cet état-là en Europe. Malheureusement, avec la Première Guerre mondiale, on a dû stopper en fait la production puisque la région a été envahie par les Allemands qui ont détruit un certain nombre de verreries dans l'Avesnois puisqu'on n'était pas les seuls. Alors ils n'ont pas détruit celle-ci. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui parce qu'on a toujours les murs, on a toujours les fours. C'était une très mauvaise nouvelle pour eux puisqu'après la guerre, ils n'ont pas eu de dommages de guerre. Donc on a arrêté la production de bouteilles de champagne définitivement dans les années 1920 puisque pas possible de se moderniser comparé aux concurrents. Et donc la verrerie est reprise en 1824
par Georges Parent, qui lui va se tourner vers la production de verreries blanches, transparentes en réalité, et fabriquer des flacons de parfums, mais aussi des flacons pour l'industrie pharmaceutique. Et ça va vraiment permettre à la verrerie de se développer, de se moderniser, de construire un nouveau four semi-automatique. Ça va marcher jusque dans les années 70 à peu près, où malheureusement, en fait, le coût du combustible est trop important, puisqu'on était passé du charbon au pétrole, et le pétrole dans les années 70, avec le choc pétrolier, a fortement augmenté. Et en plus de ça, il y a la concurrence du plastique qui commence à apparaître. Donc la verrerie a fermé en 1977. Et c'est devenu un musée finalement dès 1980, donc, où ça a rejoint l'entité Écomusée de l'Avesnois pour pouvoir préserver les bâtiments, les fours, mais aussi les savoir-faire, donc avec les verriers qui travaillent encore avec nous aujourd'hui. Marianne m'amène maintenant vers la grande salle du musée avec les fours au centre et quelques expositions sur les côtés. Plus on avance et plus on entend le bruit du dernier four qui est en marche. Alors, c'est pas parce qu'il y a un four que la pièce est chauffée, hein. J'ai super froid au moment où on enregistre. La salle est peu éclairée, mais on voit très bien ce premier four devant lequel on s'arrête. Donc là, ici, effectivement, le bâtiment dans lequel on se trouve à présent, c'est ce qu'on appelle la Grande Halle. Il a été construit en 1893 et on y a construit le four dit Boëtius, du nom en fait de son inventeur. Alors c'est un four qui est pratiquement complet aujourd'hui. Il nous manque la cheminée qui a été démontée pour des raisons de sécurité. On ne pourrait plus le remettre en route si on voulait. Le four est de couleur claire avec une charpente foncée. Il est rond, on peut en faire tout le tour. À intervalles réguliers, il y a 12 ouvertures qui donnent vers l'intérieur du four où il y a ce qu'on appelle des pots. Ici, c'est la partie seulement émergée, oui, c'est ça, puisque toute la partie chauffe en fait se trouve en sous-sol. Donc c'est en sous-sol qu'on alimentait en charbon, ça consommait énormément. On considère qu'il fallait à peu près 4 kg de charbon pour produire 1 kg de verre. Donc c'est un four à pots, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va avoir 12 pots en argile, en terre. Et c'est dans ces pots qu'on va mettre le mélange qui sert à fabriquer du verre. Donc pour que le four atteigne sa température de croisière, on va dire qui est de 1300 degrés, il fallait attendre 1 mois entre le moment où on commençait à charger et à allumer le charbon. Et il fallait aussi 1 mois pour le faire redescendre en température. Au 19e siècle et même au 20e, les fours fonctionnaient en fait en permanence, ce qui est toujours à peu près le cas avec les fours qu'on utilise aujourd'hui. Pour fabriquer du verre, c'est pas très compliqué. On a une recette. Alors, chaque verrerie avait plus ou moins sa recette gardée secrète, mais on retrouve grosso modo les mêmes ingrédients. L'ingrédient principal, c'est le sable de silice, qui n'est pas le même sable que celui qu'on a au bord de la mer, mais qui est le sable qu'on trouve dans les sous-sols de forêt. Dans l'Avesnois, il y a beaucoup de forêts, ce qui explique qu'il y a eu beaucoup de verreries, puisqu'on avait la matière première à disposition. Ce sable-là, tout seul, il faudrait le faire monter à 1800 degrés pour pouvoir en faire du verre. Je l'ai dit, le four ne monte qu'à 1300, donc pour pouvoir abaisser en fait ce niveau de température, on y ajoute du carbonate de soude, on y ajoute aussi du carbonate de chaux qui lui va être un fortifiant, d'autres ingrédients en quantité moins importante comme du nitrate de soude et de l'arsenic qui eux sont des affinants. On comprend bien, rien qu'en lisant ce mot-là, que celui qui fabriquait le mélange, il respirait des choses pas terribles tout au long de la journée. On y ajoutait aussi de l'oxyde de fer, c'est ce qui donne la couleur en fait, au verre à bouteille en fait, donc au verre foncé. Et le dernier ingrédient, c'est un terme un petit peu étrange, c'est ce qu'on appelle du groisil. Le groisil, c'est des morceaux de verre qui vont être cassés. Une bouteille qui était ratée, on va pouvoir la réduire en morceaux, la remettre en fait à fondre. Tous ces ingrédients-là étaient présents sous forme de poudre qu'on mélangeait, qu'on mettait à l'intérieur d'un pot et qu'on laissait en fait fusionner pendant la nuit. Et en général, un pot, c'était une journée de travail, à peu près. Quand il était plein, le mélange servait pour la journée. C'est assez compliqué de savoir combien il y avait de verriers qui travaillaient autour de ce four, puisque devant chaque pot, on peut imaginer qu'il y avait entre 4 et 6 personnes. Donc c'est minimum 48 verriers en permanence.
pour produire une bouteille toutes les 5 à 10 minutes à peu près. Donc c'était vraiment du travail à la chaîne. La première étape, c'était donc d'aller chercher le verre en fusion dans le pot à l'aide déjà d'une canne à souffler. Donc ça, c'était le travail du cueilleur. Donc on parle de cueillir le verre, on va le chercher à l'intérieur. Ensuite, il y avait une étape de façonnage, donc pour pouvoir donner une jolie forme arrondie en fait à la boule de verre en fusion qui avait été récupérée juste avant. Et ensuite, on pouvait passer donc au soufflage. Une bulle d'abord, et puis ensuite, on faisait couler le tout dans un moule. Les moules étaient fabriqués directement sur place puisque la verrerie fonctionnait quasi en autonomie. Le moule, il a vraiment la forme de la bouteille. Le souffleur utilisait la technique du soufflet tourné. Donc on souffle dans la canne, on tourne en même temps pour que le verre épouse bien la forme du moule sans récupérer les éventuels défauts. Et pour pouvoir maintenir le moule bien fermé, le souffleur était aidé d'un assistant qui, selon les périodes, pouvait avoir entre 8 et 14 ans. Donc c'est celui qu'on appelait le gamin, qui était en fait un apprenti très jeune. Mais voilà, son rôle, c'était d'apprendre le métier pour pouvoir ensuite prendre la place d'un des ouvriers de la chaîne. D'ailleurs, c'était le fils probablement de l'un d'eux, puisqu'on était vraiment verrier de père en fils. Pour l'instant, on ne parle que du travail des hommes, mais les femmes et les filles avaient aussi leur place dans l'atelier de verrerie. Pas devant les fours, mais on y reviendra plus tard. Avant ça, direction le deuxième four qui se trouve sur notre droite. Celui-là est plus large et surtout entouré d'une structure métallique qui me fait comprendre qu'il est plus récent que le précédent. C'est un four donc dit Stein qui a été construit en 1925, donc à la période où on ne produisait plus de bouteilles, mais on était passé donc au flacon. En termes de matériaux, de forme, il est assez similaire au four qu'on avait précédemment, avec toujours la partie chauffe qui se trouvait en sous-sol. Il a d'abord fonctionné au charbon, puis à partir des années 50, il a été modifié pour pouvoir fonctionner au fioul. Ce qu'on remarque principalement ici, c'est que on n'a plus de cheminée en fait, puisque on récupérait en fait tous les gaz, puisque ce four-là va permettre de remplacer le souffleur. Donc l'ouvrier qui soufflait avec sa bouche va être remplacé par une machine. Donc on a en fait au-dessus du four tout un réseau de tuyaux, donc où on faisait repasser l'air en fait à l'intérieur pour pouvoir transformer ça en air comprimé. Et le souffleur était donc remplacé par une machine, ce qui permettait de travailler beaucoup plus vite et de faire des économies, puisque forcément il y avait un ouvrier en moins. Donc là, pour pouvoir fabriquer un flacon, il fallait environ 10 secondes. Donc on est passé vraiment des 5 minutes à 10 secondes, donc un travail à la chaîne très similaire à celui qu'il y avait avant, les mêmes étapes, le cueillage, l'ébauchage, on n'a plus tout à fait les mêmes outils, mais c'est la même idée, et enfin le soufflage. D'ailleurs, ces pots, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, donc ils étaient en terre. Et alors c'est un matériau intéressant parce que c'est un matériau réfractaire, ça emmagasine de la chaleur, ça en restitue, ça permet de garder un mélange constant. Le problème, c'est que la terre se désagrège et que ça rentre à un moment donné dans la composition du verre, ce qui fait un verre de mauvaise qualité. Donc ces pots-là devaient être changés très régulièrement, environ tous les 6 à 8 mois. Comme on n'éteignait jamais les fours, ça se faisait four en marche à la fin de la journée, une fois que le pot était vide, évidemment. Ça faisait partie des tâches les plus compliquées à accomplir au sein de la verrerie, parce qu'il fallait utiliser des outils particuliers pour pouvoir travailler à distance, parce que si on est juste devant le four, on a 1000 degrés qui arrivent dans la figure, et il fallait aussi travailler très vite pour sortir le pot, en mettre un nouveau, et reboucher les trous, évidemment. Et là, on employait encore des enfants. Je pose la question du travail des enfants. On le disait, le four date de 1925. Dans la loi française, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent plus être employés depuis 1874. En 1919, l'Organisation internationale du travail repoussera cette interdiction des enfants dans l'industrie à 14 ans. Les réglementations actuelles, c'est-à-dire avoir 16 ans et avoir terminé sa scolarité obligatoire, seront adoptées en 1959. Alors, dans les années 1920, normalement, non. De toute façon, quand le four Boëtius a été construit en 1893,
Il y avait déjà eu les lois Jules Ferry de 1882, donc normalement, si on respectait la loi, il n'y avait pas d'enfants de moins de 12 ans. On trouvait toujours un moyen d'avoir une dérogation pour faire travailler des enfants. Là, dans les années 20, c'est beaucoup moins probable. Quand la verrerie a fermé dans les années 70, il y avait des apprentis, mais ils n'avaient pas entre 8 et 14 ans, comme c'était le cas avant. On se dirige maintenant vers la dernière salle du musée qui est tout au fond, à droite. Quand on rentre, on est d'abord face à une machine qui ressemble à une sorte de grand tapis roulant. C'est ce qu'on appelle l'arche de recuisson. Donc, c'est une sorte de grand four à l'intérieur duquel il y a un tapis roulant. Et en fait, ça va permettre de faire baisser le verre en température. Donc, une fois que la bouteille ou que le flacon était produit, on ne pouvait pas se permettre de le laisser. Encore aujourd'hui, quand on fait du verre, d'ailleurs, on ne peut pas se permettre de le laisser à l'air libre, puisque ça risquerait d'exploser. Donc, il fallait recuire le verre, donc le mettre dans un four dans lequel la température descendait progressivement jusqu'à atteindre une température ambiante, en fait, au bout de plusieurs heures. Et au bout de cette arche, en fait, il y avait des femmes qui travaillaient, puisque autour des fours, il y avait des hommes, il y avait des enfants, qui d'ailleurs étaient des garçons. On parle de gamins, pas de gamines. Et les femmes, par contre, elles avaient aussi leur place dans la verrerie, donc au contrôle qualité, donc au bout de l'arche de recuisson, pour examiner les bouteilles, puis plus tard donc les flacons, s'assurer qu'il n'y avait pas de bulles d'air, qu'il y avait pas, que tout était convenable. Et elles avaient aussi leur place dans toute la partie de travail à froid. Donc le verre, une fois qu'il est produit, si on a envie d'y mettre un décor, à la gravure par exemple, ou si on a envie de le sabler, ou ce genre de choses, ça peut se faire. Dans les tailleries, c'était souvent des femmes, donc il y en avait une ici aussi. D'ailleurs, les femmes étaient probablement les épouses de ceux qui travaillaient sur les fours. Longtemps, les femmes qui travaillaient dans des domaines qu'on considère comme masculins étaient les épouses d'eux. Agricultrices, fermières, boutiquières, artisanes ou secrétaires. Cette main-d'œuvre, la plus souvent gratuite, est compliquée à quantifier pour les historiens et historiennes. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille l'ouvrage de Sylvie Schweitzer, « Les femmes ont toujours travaillé ». Ce livre retrace l'histoire du travail des femmes du 19e au 20e siècle en réponse à la question « Depuis quand les femmes travaillent-elles ?» et en luttant contre cette idée que les femmes ont commencé à travailler pour remplacer les hommes pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà pour ici. Et puis là, donc dans toute cette partie-là, on va avoir donc des flacons. On peut avoir des idées d'ailleurs de certains défauts. La plupart du temps, c'est une bulle d'air et des fois c'est tout petit. Donc on se dit que c'était un peu un travail aussi très minutieux que d'examiner chacun des flacons. Cette zone de contrôle qualité passée, on entre dans une pièce avec plein de flacons de parfum de toutes les tailles et de toutes les couleurs. C'est assez intéressant de les avoir puisque pour la plupart, on n'a plus les moules puisque les grandes marques de parfum, la verrerie a travaillé avec Chanel par exemple, Lancôme, Guerlain. Souvent, ils envoyaient le moule avec leur commande, mais ils le récupéraient après. On a certains moules dans nos collections parce que c'était les moules qui appartenaient à la verrerie, mais on n'a pas les moules des grandes marques de parfums. Dans cette salle-là, ce qui me marque, c'est le silence. Ça rend les flacons encore plus délicats, je trouve, qu'ils soient là, dans un des seuls endroits du musée silencieux. Il y a des flacons de toute taille, là, il y a vraiment des... Oui, il y en a des tout petits, il y en a des plus grands. Alors comme ça marchait avec le four semi-automatique en soi, on pouvait imaginer toutes les tailles. Certains flacons sont aussi décorés. Si on prend, là, on en a ici, le bouquet valois. En fait, on voit qu'il est un peu côtelé. Donc ça, en fait, c'est le moule qui avait déjà cette forme-là. Tandis qu'il y en a d'autres où le décor est fait par la suite. Voilà. Et puis on peut aussi noter même si on faisait de la verrerie blanche, donc que normalement le flacon est transparent, on pouvait aussi produire des flacons colorés. Donc pour pouvoir ajouter de la couleur, il y avait plusieurs manières de le faire. Soit on ajoutait des oxydes métalliques, c'était le cas avec l'oxyde de fer, qui donne la couleur verte. D'ailleurs, pour avoir du verre transparent, on y met de l'oxyde de manganèse, donc c'est aussi un oxyde métallique. Et là, il fallait faire attention parce que si à la juste proportion, c'est transparent. Si on en met un peu plus, ça devient violet. Pour pouvoir ajouter de la couleur, quand ils fabriquent du verre aujourd'hui, en fait, ils utilisent du verre pilé, qui est déjà coloré, en fait, et qu'ils ajoutent à leur mélange. Donc, soit du verre qui va être réduit en poudre,
soit des plus gros morceaux, voilà, en fonction de l'effet qu'ils veulent donner. En marchant vers le dernier endroit du musée qu'on n'a pas visité, le four contemporain, je lui pose la question des industries présentes dans l'Avesnois à cette époque. Alors, en fait, au XIXe siècle, c'était à la fois le textile et la verrerie. On peut imaginer que dans chaque ville, il y avait à la fois une usine textile, à la fois une verrerie. Donc c'est ce qui employait le plus de monde et c'est ce qui fait que ça a été un peu un drame, la fermeture, notamment ici de la verrerie en 77, puisque c'est tout un village qui perd sa source d'emploi principale en fin de compte. Ces histoires de villages construits autour d'un savoir-faire qui s'effondre avec l'évolution des technologies et de la pétrochimie sont si nombreuses en France. Aujourd'hui, beaucoup de projets tentent de faire marche arrière, de réimplanter ces savoir-faire perdus en France, de réouvrir des usines. Et c'est pour ça que je trouve que cet atelier-musée est si riche. Croiser histoire de la technique et savoir-faire contemporain permet de se rendre compte de l'importance de conserver ces lieux, leurs techniques et leur évolution. D'ailleurs, on s'approche d'Alizée qui travaille devant le four en marche. On a des fours aujourd'hui qui sont... on a un four de fusion qui est beaucoup plus petit forcément que les fours utilisés précédemment, qui fonctionne au gaz et pareil, qui est allumé en permanence. En fait, ils vont être éteints durant la période de fermeture du musée, donc entre le 30 novembre et le 1er mars. Un peu à la manière des fours qu'on a eu précédemment où il fallait 1 mois pour que ça monte en température. Ici, il faut une dizaine de jours, mais bon, voilà, c'est quand même une dizaine de jours. Le mélange n'est plus fait sur place directement aujourd'hui. On ne mélange plus tous les ingrédients sous forme de poudre. En fait, on reçoit des petits galets en fait, de verre qu'on va faire refondre. Ce qui permet aussi de diminuer la température du four. On est à 1140 degrés à peu près. Bon, ce qui fait qu'en cette période, on est plutôt bien à l'endroit où on se trouve quand on est devant les fours. Donc voilà, et puis forcément, la logique de production est complètement différente de ce qu'elle était au 19e et au 20e siècle, puisque on a une production qui alimente en fait la boutique de l'écomusée. Donc c'est plutôt des petits objets, plutôt décoratifs. Et les verriers répondent également à des commandes. Donc un peu plus particulière. Il y a toujours quand même une logique de production, puisqu'on va produire des petits objets en série, même s'ils sont tous uniques, parce que fabriqués à la main, etc. Mais en fait, donc, on a une designeuse qui travaille au sein de l'écomusée, qui en fait imagine le produit, qui ensuite est réalisé en fait par les verriers. Donc des verriers, on en a 2 qui sont ici en permanence, donc Jean-Baptiste et Amy. Donc c'est un métier qui se féminise, c'est assez intéressant de le souligner. On a également donc 2 apprentis, puisque l'une des missions aussi de l'écomusée, c'est de transmettre, de préserver des savoir-faire et de les transmettre. C'est aussi intéressant de se dire qu'il y a encore des écoles en fait qui forment au métier du verre. D'ailleurs là, il y a Alizée qui est en train de travailler. C'est ce qu'elle fait là. Donc là, elle est en train de réchauffer. En fait, on a un four de fusion dans lequel on va pouvoir aller donc cueillir, chercher du verre en fusion. Et ensuite, quand elle commence à travailler, donc là, elle y a ajouté de la couleur. C'est ce que j'expliquais. En fait, on va réduire du verre coloré en poudre ou en grains, tremper la boule de verre en fusion dedans, et en fait, elle a réchauffé pour pouvoir en fait incorporer la couleur à la pièce qu'elle est en train de fabriquer. Et donc là, elle est en train de fabriquer une fleur. Donc c'est une des techniques. Nos verriers sont souffleurs de verre, mais ils n'utilisent pas que la technique du verre soufflé. Donc il y a aussi la technique du verre étiré. Le verre en fusion, c'est un peu comme du chewing-gum, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer dessus à l'infini pour lui donner la forme que l'on souhaite. Et donc c'est ce qu'elle fait ici pour lui donner la forme d'une fleur. Merci Marianne pour cette visite. J'espère que cet épisode hors série vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de cette journée pour leur accueil si chaleureux et leur confiance. Merci à Marianne pour cette visite et à Mathilde pour m'avoir permis de mener ce projet. Si vous ne l'avez pas encore écouté, l'épisode avec les 2 souffleuses de verre qui travaillent au sein de l'atelier musée de Trélon est disponible. Cet épisode a été écrit, mis en musique et réalisé par Coraline Chansibaud.
mixé par Étienne Lemierre et illustré par Julie Lagarde.